Bonjour à tous, bonjour Vincent Nozy. Bonjour. Vous publiez cet ouvrage, Les tueurs de la République, chez Fayard, un ouvrage qui est passionnant parce qu'il mêle politique et espionnage. C'est un livre dans lequel vous racontez ces opérations secrètes menées par l'État français pour éliminer des individus qui sont jugés dangereux pour la sécurité de notre pays. Alors, par qui sont menées ces opérations? Expliquez-nous. Elles sont menées soit par la DGSE, donc les services secrets français qui opèrent à l'étranger, soit depuis quelques années par les forces spéciales qui interviennent, donc des militaires qui interviennent sous commandement de l'état-major des armées, mais qui peuvent intervenir, par exemple, on l'a vu en Libye, de manière semi-clandestine. Une section, je crois, qui s'appelle la section Alpha. De quoi s'agit-il? Alors, au sein du service Action, le bras armé de la DGSE, les services secrets, donc il a été constitué au milieu des années 80 une mini-cellule composée de tueurs clandestins qui a été mis complètement à part du service pour être justement complètement clandestin, pour ne pas être repérable et que si en cas de problème, on ne puisse jamais remonter au service. Donc cette cellule a été créée au milieu des années 80 après l'affaire dite du Rainbow Warrior où justement des agents avaient été trop facilement identifiés et donc elle a opéré depuis le milieu des années 80. Elle continue d'être un petit groupe d'hommes qui vivent une vie quasiment normale, donc qui ont une double vie en quelque sorte, et qui sont envoyés de manière exceptionnelle, bien sûr, à l'étranger pour des assassinats ciblés. L'ordre, il est donné par le président de la République. Oui. On apprend que dans votre livre, justement, François Hollande, il a recours très fréquemment à ce type d'opération. Ce n'est pas forcément l'image qu'on avait de lui. Oui, alors c'est une de mes découvertes. J'ai commencé cette enquête il y a 3 ans, il n'était pas encore élu. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans mon enquête, que je rencontrais du monde, que je croisais des sources et des faits, eh bien, je me suis rendu compte que François Hollande, contrairement effectivement à l'image un peu peut-être mollassonne qu'il pouvait donner, eh bien, en fait, est un chef de guerre impitoyable. On l'a vu évidemment en chef de guerre lors des opérations Serval au Mali ou en Centrafrique, où il a décidé un certain nombre d'opérations militaires. Mais là, il s'agit d'opérations plus spéciales, puisqu'il s'agit d'éliminer par exemple des chefs terroristes au Mali. Et des décisions ont été prises à l'Élysée pour un certain nombre d'opérations, notamment des représailles, et quasiment de manière systématique depuis son élection, lorsqu'il y a des attentats ou des prises d'otages, il y a une réplique française. La France n'était pas très habituée à ce type, mais aujourd'hui c'est assumé visiblement au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend dans votre ouvrage, c'est-à-dire que l'État français se venge. L'État français se venge. Il avait évidemment commencé à le faire avant François Hollande, puisque je raconte un certain nombre d'opérations, notamment si vous vous souvenez de l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983, lorsque 58 soldats français avaient été victimes d'un attentat absolument meurtrier, le plus grave qui a frappé des Français ces 40 dernières années. Eh bien, François Mitterrand, à l'époque, avait déjà décidé une réplique de faire un contre-attentat, et je raconte le détail de cette opération, contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Alors l'opération avait échoué, ce qui avait d'ailleurs mis un petit peu en colère François Mitterrand à l'époque. Donc les répliques, on a commencé à en faire avant. Et puis, je raconte qu'après l'enlèvement, par exemple, des moines de Tibérine, il y a eu une espèce d'accord implicite avec les Algériens pour venger les moines de Tibérine et éliminer le chef du GIA, donc qui était jugé responsable de cet enlèvement. Donc, vous voyez, ces répliques existent. Les services secrets israéliens, par exemple, sont beaucoup plus habitués à ça. On sait que le Mossad applique la loi du talion. Eh bien, depuis quelques années, la France applique la loi du talion. Le président de la République, il a une petite liste, vous expliquez, avec des noms, une petite liste qu'il a sur lui, ou dans son bureau, il y a très peu de personnes qui connaissent ces noms. Qui figure sur cette liste ? Sur cette liste, depuis quelques années, ce sont surtout des chefs terroristes, donc soit des leaders d'AQMI, d'Al-Qaïda, etc. Donc on sait que depuis 2012, environ une vingtaine de ces chefs terroristes figuraient sur cette liste et ont été éliminés. Et cette liste continue de se remplir, à la fois parce qu'il y a de plus en plus de menaces, des menaces grandissantes, qu'elles proviennent de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de Somalie ou du Sahel, bien sûr. Est-ce que tous les présidents de la République ont utilisé ces opérations clandestines de la même manière ? Non, il faut dire que Hollande est celui qui les assume le plus, qui a repris d'une certaine façon. Certains témoins m'ont dit qu'on n'avait pas connu ça depuis la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'était la grande période, si je puis dire, où est né un petit peu ce système, où le service action de ce qu'on appelait à l'époque le SDEC était extrêmement actif. On estime qu'il y a eu plus de 200 assassinats ciblés à cette époque, menés clandestinement. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, une mentalité de tueur au sang-froid, un chasseur, on le sait, et il a appuyé sur ces boutons-là de temps en temps. François Mitterrand, très louvoyant, a autorisé des opérations violentes, mais ne voulait pas les assumer. Jacques Chirac, c'est le plus réticent, non ? Le plus réticent, le plus prudent, le plus expérimenté, disent, et
notamment après les attentats du 11 septembre, on pensait qu'il y allait y avoir des répliques avec les Américains. Eh bien, Jacques Chirac a été le plus prudent. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on était en cohabitation avec Lionel Jospin et que c'était peut-être pas très facile de prendre des décisions de ce type. Il fallait un double feu vert. Élysée-Matignon. Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas publiquement ces opérations alors que d'autres pays, vous avez parlé d'Israël avec le Mossad ou même des États-Unis le font? Alors, on ne l'assumait pas parce que ce n'était pas politiquement correct de dire on va tuer des gens à l'étranger. D'abord parce qu'on est dans une forme d'illégalité totale, il faut bien le dire. Alors, de temps en temps, on est dans la légitime défense lorsqu'il s'agit de répliques. Mais de manière générale, lorsqu'on est dans la prévention, dans la préemption, quand on va assassiner des gens au fin fond d'un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre, la question de la légitimité se pose. Donc, jusqu'à ces dernières années et jusqu'à cette montée en puissance des menaces, qu'elles proviennent d'AQMI au Sahel ou d'autres formes de djihadisme, eh bien, on ne voulait pas. Depuis quelques mois, et depuis encore plus les attentats de janvier, bien sûr, ce type de réplique est visiblement bien vu. Est-ce qu'il y a un contrôle de ces opérations ou est-ce qu'il y a juste le président qui donne un ordre? Est-ce qu'il y a un risque de dérive, clairement? Alors, le contrôle politique existe. Avant, on disait que ce n'était pas tellement assumé. Maintenant, ça l'est beaucoup plus par François Hollande. La question des dérapages se pose. La question de il y a déjà eu des dérapages? Vous avez le sentiment? Oui, il y a déjà eu des dérapages. Je raconte notamment une opération au Mali, lors d'un raid pour sauver un otage français de la DGSE. Eh bien, il y a eu un certain nombre de bavures, en quelque sorte. En Somalie, pardon, excusez-moi. Et puis, il y a des risques d'engrenage. C'est-à-dire que quand on réplique de manière violente un acte violent, eh bien, il y a un risque de surenchère, en quelque sorte, de la part de l'autre côté. Donc, en fait, on est peut-être déjà dans des guerres clandestines dont on ne maîtrise pas forcément l'issue. Quand on voit la façon dont ça se déroule aujourd'hui en France, on a l'impression qu'on va de plus en plus vers ce modèle israélien, américain. Vous avez dit depuis quelques semaines avec les attentats. Est-ce que finalement, ces opérations, elles ne vont pas devenir de plus en plus publiques? Est-ce que ça ne va pas devenir un argument politique, le fait de répliquer militairement? Oui, d'ailleurs, le fait que je publie ce livre, alors que personne ne m'a vraiment aidé pour le faire, j'ai fait mon enquête tout seul, mais d'une certaine façon, on voit que c'est relativement bien vu. J'ai eu des confirmations officieuses, et dans le fond, ça conforte peut-être l'image que Hollande veut donner de lui-même, c'est-à-dire un chef de guerre impitoyable, implacable dans la guerre contre le terrorisme. Donc, tant le ministère de la Défense que la DGSE, maintenant, on dit on fait des listes et on neutralise. Merci beaucoup, Vincent Nouzil. On encourage tout le monde à aller lire votre livre, Les tueurs de la République, ce récit passionnant qui mêle donc espionnage et politique. C'est à vous, Laurence.